Le western est l'un des premiers genres cinématographiques à faire son apparition avec la sortie du Vol du Grand Rapide en 1903 d'Edwin S. Porter, soit 8 ans après la création du cinématographe par les frères Lumière. Porté par une quantité astronomique de films, le western explorera de nombreuses thématiques, mais l'une des histoires les plus utilisées restera celle du chasseur de primes à la quête de sa cible. Le genre du western inspirera de nombreux films divers, dans d'autres genres, jusqu'à même devenir un western galactique où se trouvera l'un des chasseurs de primes les plus redoutables, Boba Fett. Après le succès colossal que fut Star Wars Un Nouvel Espoir, Lucasfilm revient en 1980 avec son space opéra qui sera l'un des plus appréciés de la saga, Star Wars L'Empire contre-attaque. Réalisé par Irvin Kershner cette fois-ci sous la supervision de George Lucas, cet opus remet en scène ses fameux protagonistes Luke Skywalker, Han Solo, la princesse Leia, Chewbacca et bien évidemment Dark Vador, mais au milieu de tous ces personnages établis depuis 3 ans, certains feront leur apparition, comme Yoda, le maître Jedi en charge de l'apprentissage de Luke Skywalker, Lando Calrissian, ami contrebandier d'Han Solo, mais surtout un nouvel antagoniste qui se fera très rare dans la trilogie originale, Boba Fett. Après la destruction de l'étoile de la mort, l'Empire continue sa chasse aux rebelles et attaque leur base sur la planète Hoth, où se trouvent nos 3 héros, Luke, Han Solo et Leia. Ils parviennent à s'échapper tant bien que mal, et pendant que le couple Solo-Leia tente de gagner la cité du nuage pour rencontrer Lando Calrissian, Luke Skywalker quant à lui fait la rencontre de Yoda pour devenir un véritable Jedi tout comme son père. Du côté de l'Empire, Vador missionne des chasseurs de primes avec l'espoir de capturer le Faucon Millennium, et c'est là qu'entre en scène pour la toute première fois au cinéma le plus redoutable chasseur de primes de la galaxie. Interprété par Jeremy Bulloch dans la trilogie originale, Boba Fett deviendra rapidement l'un des favoris des spectateurs alors que celui-ci n'aura que très peu de minutes à l'écran. Comptabilisant un total de 7 minutes pour 4 répliques dans l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, il séduit par son design et son peu d'histoire. La présence de Boba Fett, un personnage mystérieux derrière sa visière, ajoute quelque chose aux scènes dans lesquelles il se trouve et il s'illustre dans la capture de Han Solo, destiné à être livré à son patron Jabba le Hutt, un autre employeur de Boba Fett. Car oui, même s'il travaille de très près avec l'Empire Galactique, Boba Fett n'appartient à aucun côté. Il va là où l'argent se trouve, là où quelqu'un aura du travail pour lui, il n'y a rien de personnel, seulement des affaires. Malheureusement pour les fans du personnage, celui-ci n'aura pas le temps de s'établir à l'image qu'il sera immédiatement écarté du retour du Jedi après avoir été envoyé dans le fond du puits du Sarlacc par Han Solo de manière presque grotesque pour un personnage aussi charismatique que Boba Fett. Le personnage meurt alors au bout de quelques minutes de film, et son rôle dans la trilogie originale de Star Wars n'aura au final été qu'anecdotique. Pour l'instant. C'est la fin de Boba Fett à l'écran, mais pas celle de Jeremy Bulloch qui reviendra en 2005 dans La Revanche des Sith pour faire un petit caméo, tout comme dans l'Empire contre-attaque où celui-ci était apparu très brièvement à visage découvert, sous les traits d'un officier impérial, dans une scène où apparaît également son personnage de Boba Fett. En 2002, L'Attaque des clones sort au cinéma où nous en apprendrons un peu plus sur la famille de Fett, et notamment sur son père Django, lui aussi un chasseur de primes, interprété par Temuera Morrison que nous reverrons plusieurs fois dans la saga Star Wars. Recruté par le comte Dooku pour créer une armée de clones avec ses gènes, Django demandera en échange une somme d'argent assez conséquente, ainsi que le droit d'avoir un clone qui se rapprochera le plus de lui et qui deviendra son fils, Boba Fett. On le découvre alors à son plus jeune âge dans la prélogie, où nous verrons son fort attachement à son paternel, mais nous assisterons aussi au tournant qui le poussera lui aussi à devenir le chasseur de primes que nous connaissons, la mort de son père Django, tué par le Jedi Mace Windu. L'histoire de Boba Fett s'élargit au cinéma, mais manque encore un peu d'épaisseur pour satisfaire les fans qui en attendaient plus sur l'origin story du célèbre chasseur de primes. Il faudra attendre la saison 2 de la série The Clone Wars pour suivre l'apprentissage du jeune Boba Fett, mais surtout la planification de sa vengeance contre Mace Windu pour le meurtre de son père, sans succès, car celui-ci se fera tuer par Palpatine dans La Revanche des Sith. Tout comme Dark Vador, lorsque l'on évoque Boba Fett, nous pensons immédiatement à son casque, à son jetpack, ses grappins, toutes ces choses qui deviendront des éléments emblématiques dans cette franchise de Star Wars. C'est en 1977 que le personnage de Boba Fett est dessiné une nouvelle fois par Ralph McQuarrie et Joe Johnston. Au départ conçu comme étant une élite de Stormtroopers, l'apparence de Boba Fett était bien différente de celle que nous connaissons. Armure entièrement peinte en blanc, la trilogie originale devait établir cette élite appelée Super Troopers, qui sera malheureusement abandonnée pour cause de budget, poussant alors les créateurs de Boba Fett à faire de lui un chasseur de primes unique en son genre. Son armure est désormais repeinte en vert, lui donnant cet aspect d'un camouflage militaire, comme sur son plastron et son casque qui seront endommagés. Le personnage de Boba Fett nous est présenté comme un soldat d'élite surentraîné, qui n'est pas à son premier coup d'essai au vu des nombreux dégâts qu'affiche son armure.
Avant les films, il apparaît pour la toute première fois lors d'un défilé où les personnes sur place purent découvrir cet homme sous un casque encore inconnu, car il n'avait jamais été présenté dans le premier film Un Nouvel Espoir. Un téléfilm sortira sur le petit écran nommé Star Wars Holiday Special, et ce n'est que quelques années après la fin de la première trilogie que la chasseur de primes fut rajoutée numériquement en l'espace de quelques minutes dans une nouvelle édition DVD de Star Wars Un Nouvel Espoir. Après avoir vu l'attaque des clones et l'armure de Jango Fett, tout laissait penser que l'armure du chasseur de primes était l'héritage qui lui restait de son père. Vêtu d'un casque chromé, d'un plastron de la même couleur et d'un jetpack, tout portait à croire que Boba Fett avait revêtu l'armure de son père, mais la réalité en est tout autre. Dans l'épisode 2, après la mort de Jango, nous pouvons voir Boba tenir le casque entre ses mains, dernier souvenir de son père, mais aussi point de départ de sa rage de vaincre. Le casque de Jango Fett ne sera pas celui que nous verrons dans la trilogie originale, car celui-ci explosera dans la série The Clone Wars pour assassiner Anakin Skywalker, mais surtout le meurtrier de son père Mace Windu. Le casque de Jango n'est donc plus d'actualité, mais par contre le plastron utilisé par Boba Fett est bel et bien celui de son père, repeint totalement en vert, tout comme son jetpack et son vaisseau le Slave One. Si l'on s'attarde à son casque, on pourrait y voir des inspirations diverses. Historique, avec cette visière en forme de T nous rappelant le casque de Sparte et notamment celui du roi Léonidas, offrant une visibilité moindre, mais une bonne protection du visage. L'esthétique de ce casque inspirera plus tard la tenue du Mandalorien Din Djarin dans la série The Mandalorian, créée par Jon Favreau en 2019. On y retrouve cette forme ronde rejoignant la visière en forme de T, mais ici le vert fera place à une couleur chrome, typique couleur du Beskar, un alliage utilisé pour les armures mandaloriennes. Dans l'univers de Star Wars, nous découvrirons bien plus tard avec les livres et la série que Boba Fett porte un casque mandalorien, guerrier de la planète Mandalore, souvent lié au respect et à la crainte pour ces personnes respectant un credo. Un credo que Boba Fett ne respecte pas car il n'est tout simplement pas un mandalorien, tout comme son père. Le casque de Boba Fett n'est pas seulement un élément esthétique, il est un outil important au travail du chasseur de primes. Fait de dur acier selon certains et de Beskar pour d'autres, le casque de Boba Fett est une protection à ne pas négliger pour pouvoir parfaire ses tracks à l'homme, car il résiste aux tirs de blaster, ce qui est assez utile pour un chasseur de primes. Son casque possède des émetteurs infrarouges, des capteurs analytiques, une visière infrarouge, aussi un système respiratoire pour faciliter sa respiration sur n'importe quelle planète grâce à une réserve d'oxygène, mais aussi un viseur holographique relié à la roquette intégrée dans son jetpack. Ici, le casque du chasseur de primes n'est pas là pour conserver son identité secrète, contrairement au premier film, Boba Fett exposera fièrement son visage avec la vive intention que tout le monde se souvienne de l'homme sous ce casque. Boba Fett est un homme solitaire, qui n'est pas sans nous rappeler la figure du chasseur de primes sans identité dans les westerns de Sergio Leone, avec à sa tête d'affiche Clint Eastwood. Il entre dans un saloon, sans dire un seul mot, captivant les nombreux regards des clients autour de lui pendant qu'il analyse en silence le lieu où il se trouve. C'est exactement le même schéma utilisé pour les entrées de Boba Fett, il est à l'image, mais il ne prononce pas un mot. Il est un loup solitaire dans la galaxie qui changera petit à petit. Le casque de Boba Fett ne subira que très peu de modifications au cours des nombreux films et séries dans lesquels il apparaît, des modifications seulement dans la peinture de celui-ci, où il sera d'abord détérioré dans la trilogie originale, puis ensuite remis à neuf dans la récente série Le Livre de Boba Fett en 2021, où il incarne le renouveau du chasseur de primes, désormais devenu le chef du crime de Tatooine, après son ancien employeur Jabba le Hutt, et un court passage de Big Fortuna. Boba Fett n'est au final pas mort, comme pouvait le laisser penser le retour du Jedi, et il reprendra son armure flambant neuve et son casque qui ne présentera que très peu de dégâts, contrairement à sa version ultérieure. Un message dissimulé à travers ces détails, car Boba Fett ne veut pas représenter la peur comme Jabba, préférant imposer le respect et laisser son passé de chasseur de primes de côté. Bien loin du personnage de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi, ici le loup solitaire comprend qu'il doit s'entourer d'une tribu pour perdurer dans le temps. Boba Fett est un homme changé, gisant dans une vasque, une sorte de Don Corleone de Tatooine qui n'hésitera pas plusieurs fois à laisser tomber son casque.